France Inter. Le rêve est un objet à la fois très séduisant et très inquiétant. Séduisant, il l'est par l'idée qu'on peut se faire d'un pan de notre expérience qui nous intrigue et reste le plus souvent spontanément indéchiffrable. Pour tout chercheur ayant le goût de l'aventure, tenter de comprendre l'incompréhensible constitue un défi scientifique exaltant. Mais la curiosité et l'excitation intellectuelle que suscite ce sujet font rapidement place à l'inquiétude. Bernard Lahire est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre « L'interprétation sociologique des rêves ». Et comme chaque soir, on commence en musique et nous allons commencer évidemment par Bertrand Belin, Hypernuit. Il entoure de la maison, hyper nuit, celui bien nommé la bête, le mal grandit, celui même. Il entoure de la maison, hyper nuit, celui bien nommé la bête, celui qui buvait le lait au piment, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui. Il n'a rien oublié du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler. Puis tomber. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Hélas, je suis là, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit. Il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée. Dans le ciel, là il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là, je suis là. On lui était tombé dessus, hyper nuit, et fait passer le goût des fleurs, le goût des fleurs.
lire. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon, vous êtes sociologue, vous êtes auteur de très nombreux textes, et ce depuis le mi-temps des années 90. Vous êtes d'abord spécialisé dans des livres autour des thématiques de l'éducation, culture écrite, inégalité scolaire, les manières d'étudier, le travail sociologique de Pierre Bourdieu, on y reviendra tout au long de cette émission, l'invention de l'illettrisme, la sociologie de la lecture. Puis ensuite, un nouveau cycle d'écriture est apparu à l'intérieur de votre parcours. Il était consacré aux écrivains, à la double vie des écrivains, et notamment avec un livre remarquable sur Franz Kafka. Et puis, ce livre qui paraît un gros pavé, qui vous a demandé, je crois, plus de 20 ans de travail consacré au rêve. Le rêve qui est notre inconnu, le rêve qui, par définition, ne peut qu'être inconnaissable, puisque quand nous rêvons, nous dormons, ou alors il faudrait être comme dans la chanson magnifique de Bertrand Belin, dans une sorte d'hyper-nuit et d'hyper-conscience de ce que nous rêvons pour pouvoir nous remémorer exactement ce dont il s'agit dans ce monde semi-conscient. Mais votre livre fait référence explicite au livre principiel de Sigmund Freud, l'interprétation des rêves. Mais avant tout ça, d'où venez-vous? Qui vous a donné des livres la première fois dans votre enfance? Je pense que c'est ma mère, je pense. J'étais dans un milieu populaire qui, quand même, n'était pas sans avoir des livres, qui avaient été conquis à cette génération d'ailleurs, parce que mes grands-parents étaient analphabètes, ou quasi-analphabètes, mon grand-père plus que ma grand-mère. Et donc on a une famille qui a investi quand même un peu l'école, voilà, avec une mère qui a arrêté assez tôt l'école parce que c'était l'aînée de la famille et donc elle devait s'occuper de ses frères et sœurs. Mais du coup, elle était un peu frustrée scolairement de ne pas pouvoir aller plus loin. Et elle a toujours veillé à la scolarité. C'était important qu'on réussisse scolairement quand même. Donc les livres là, moi mes premiers souvenirs c'est l'école maternelle. Voilà, les premiers livres, et puis l'école primaire et un rapport à la lecture assez important. Voilà, c'est quelque chose. J'ai été assez boulimique en matière de lecture. Votre livre, le dernier, est dédié à votre mère et vous n'aimez pas beaucoup parler de vous. Et d'ailleurs, dans les dossiers qu'on peut lire sur vous, aucun mot sur votre vie personnelle. Mais j'ai cru comprendre que votre père était parti à un moment de votre adolescence, vous laissant quand même une encyclopédie. Alors, oui, je vois à quoi vous faites allusion. Non, bon, d'abord, c'est pas un abandon, c'est une séparation, mais en milieu populaire un peu houleuse, on va dire. C'est-à-dire que ils sont pas restés amis. Et du coup, oui, j'ai presque plus vu mon père depuis l'âge de 13 ans. Mais non, j'ai évoqué dans une interview le fait que j'étais assez fasciné par mon père avait fait des études avait un CAP d'ajusteur fraiseur. Voilà. Donc avait fait des études professionnelles courtes et il était assez intéressé par des choses scientifiques, techniques et il avait des encyclopédies, quelque chose qui ressemble, je sais plus ce que c'est, c'est un vieux souvenir, mais à de l'histoire des sciences et des techniques. Il y avait l'invention de la machine à vapeur, il y avait des choses comme ça et j'étais assez fasciné. Ça et tout l'univers. Alors ceux qui ont connu cette époque où, enfin je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, tout l'univers, une collection très populaire et c'était pas un hasard si mes parents avaient acheté tout l'univers, ce qui était un investissement, un sacrifice un peu quand on n'a pas beaucoup de moyens d'acheter toute cette collection là. Et moi je sais que je me rappelle encore des pages sur Léonard de Vinci, toutes ses inventions et je trouvais ça assez fascinant. Moi je pense que on cristallise des désirs d'être savant dans ces moments-là. Depuis petit, c'est des choses qui me passionnent, comprendre comment ça fonctionne, l'idée d'inventer quelque chose, voilà. C'est un peu vague, évidemment, quand on a une dizaine d'années, c'est pas très très précis, mais je pense que c'est là que ça se constitue, que ça se forme. Pourquoi avez-vous choisi la discipline sociologique ? Alors, c'est une histoire un peu de mauvaise orientation scolaire. On va dire que j'étais un bon élève jusqu'au collège, avec des difficultés quand même un peu en maths.
Et puis, j'ai quand même voulu aller vers des sciences et techniques, on va dire. Donc, je suis allé dans un lycée technique. J'ai fait une série qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'était mathématiques, sciences et techniques. Je crois que ça s'appelait. C'était la série E, pour ceux qui se rappellent de cette série. Voilà, c'était entre la série mathématiques et les séries un peu plus technologiques, on va dire. Et là, ça a été la catastrophe. Donc, seconde, première, terminale, c'est l'enfer, c'est le cauchemar. J'ai un baccalauréat avec 10,06, donc vous imaginez les... Vous en souvenez encore? Ah bah oui, parce que en plus je le raconte maintenant, parce que vous voyez, sur toutes ces histoires de prérequis dont on parle aujourd'hui, j'étais quand même mal parti. Si on avait regardé mon dossier, on aurait dit bon, c'est pas la peine qu'il s'inscrive dans une faculté. Bon, il vaut mieux des études courtes pour ce garçon, et tout allait bien. Bon, il se trouve que j'ai compris que il fallait m'interroger sur le monde, donc j'ai commencé par la psychologie et la sociologie, et très rapidement, dès la première année, j'ai arrêté au bout de quelques mois la psycho et j'ai fait de la sociologie. Et là, ça a été la révélation. J'ai travaillé comme un fou et depuis, j'ai pas arrêté. Voilà. Mais c'est vraiment une rencontre avec la sociologie. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était là que je devais être et que je pouvais donner le meilleur de moi, on peut dire. Voilà. Alors, vous êtes arrivé dans cette discipline au moment où un grand maître qui le reste encore aujourd'hui et qui est traduit dans le monde entier, dont l'œuvre perdure, sévissait. Ce mot n'a pas un terme péjoratif. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit bien sûr de Pierre Bourdieu qui va parler de ses origines sociales et de ses études. Archives INA, 2 décembre 1966, au micro de Jean Tête-Jean. Ce qu'on voit de manière très claire dans l'analyse de l'évolution de l'accès différentiel des différentes origines sociales au système d'enseignement supérieur, c'est qu'il y a une translation et que l'apparent changement radical cache la perpétuation des écarts. Bon, par exemple, je sais pas, l'opposition ne sera pas entre fait des études de médecine et n'en fait pas, ça sera et chirurgien et dermatologue. Voilà. Et par exemple, il y a un très beau travail d'une jeune femme, Madame Gesson, sur la division du travail en médecine et la distribution selon le sexe, enfin dans les spécialités médicales, qui a quelque chose de tragique. On se dit mais c'est pas possible, c'est vraiment kabyle. Les divisions se comprennent immédiatement en termes de structure, enfin de ces structures archaïques cognitives. Et alors ces différences se perpétuent par la médiation de la chose la plus perverse. C'est exactement comme pour les différences sociales, par la médiation de la vocation. C'est le dominé qui va là où le destin social lui demande d'aller. C'est ce que j'appelle amor fati, c'est le vieux terme des stoïciens. Les dominés ont l'air d'aimer leur destin. Et la vocation est une des grandes voies à travers le voilà. Alors vous, Bernard Lahire, vous avez été l'élève de Pierre Bourdieu, vous avez consacré un ouvrage à Pierre Bourdieu, et dans ce dernier livre, vous évoquez la figure de Pierre Bourdieu. Et dans vos livres précédents, notamment dans le premier tiers de votre itinéraire, vous avez beaucoup publié des livres passionnants sur l'éducation qui continuent, je pense, à retenir beaucoup votre attention. Pierre Bourdieu, c'est évidemment l'auteur de La Distinction. C'est celui qui, en sociologie, a apporté pour la première fois l'idée que selon la classe sociale à laquelle on appartenait, eh bien, on allait reproduire effectivement l'origine sociale dont on était issu et que l'école n'allait pas pouvoir permettre, entre guillemets, cette élévation. Aujourd'hui, que dites-vous de l'œuvre de Pierre Bourdieu ? Alors déjà, je voulais rectifier, j'ai pas été élève de Pierre Bourdieu. J'ai été un grand lecteur, mais moi j'étais à Lyon. Je l'ai rencontré assez tardivement quand je faisais ma thèse, parce qu'il venait faire des cours du Collège de France décentralisés à Lyon, et je l'ai rencontré en séminaire où j'ai pu discuter avec lui de ma thèse, et on a eu des échanges assez nourris. Mais pour moi, je l'ai rencontré sous la forme de texte. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pas fait de sociologie honnêtement si j'étais tombé sur d'autres auteurs. Si la fac de Lyon avait été entièrement, enfin, je voudrais pas donner d'autres noms, comme ça, je vais pas froisser, je vais froisser quiconque, mais c'était lui l'aimant, oui, le phare. Oui, c'est-à-dire que là, il inventait quelque chose.
Mais pour quelqu'un comme moi, parce qu'on fait toujours de la sociologie avec son parcours, qui venait d'un milieu populaire, qui arrivait à l'université comme un miraculé, comme disait Bourdieu, c'est-à-dire je découvrais ça, j'étais le premier de ma génération dans ma famille à accéder, à avoir le bac, à accéder à l'université, etc. Et évidemment, tout autour de moi, c'était l'échec scolaire. Ma sœur avait arrêté en première, mes cousins aussi très tôt, etc. Donc j'étais là et forcément, c'était bizarre, c'était une expérience comme aller à l'étranger pour un anthropologue dans une société complètement inconnue. Il y avait quelque chose d'étrange. Donc, Bourdieu parlait de ça, en fait. Bourdieu, en permanence, traitait ces questions-là, parce qu'il avait eu le même type de parcours, et que du coup, il se servait aussi de son expérience pour arriver à rendre un peu bizarre ce monde qui nous est évident, qui est donné comme évident à beaucoup de gens. Si vous avez des gens autour de vous qui ont fait l'université, vous allez à l'université, tout va bien. Enfin, ou si vous faites des classes prépa alors que vos parents ont fait des classes prépa, et des générations de Normalia, tout est en ordre. et de voilà. Tout va bien, le monde est évident, etc. Pour moi, le monde n'avait rien d'évident. Il était même bizarre. J'avais, comme disait Richard Hogarth, qui est un grand intellectuel anglais, le cul entre deux chaises. Et ça force à voir des choses que les autres ne voient pas forcément. Donc pour moi, Bourdieu était central. Voilà. C'est une œuvre formidable, c'est le Durkheim du XXe siècle, enfin de la fin de la deuxième partie du XXe siècle, et nous lui devons encore beaucoup. Simplement que moi j'ai estimé qu'il fallait entrer en dialogue critique avec lui et pas rester simplement béat d'admiration. Ce que j'ai été aussi en tant qu'étudiant, j'ai été complètement admiratif de son travail, et en même temps l'esprit scientifique c'est batailler avec les concepts, avec les problèmes qui nous ont été légués par nos anciens. À quoi sert la sociologie? Je vous pose la question, mais c'est aussi le titre d'un de vos ouvrages. Alors c'est un ouvrage collectif où les collègues ne répondaient pas tous la même chose à cette question-là. Moi, je partais... Discipline aujourd'hui très controversée, avec des clans, des chapelles... Oui, sans doute un peu trop, et sur des bases qui sont pas toujours très très sérieuses scientifiquement, mais en même temps la controverse ou les différences, elles existent dans tous les univers scientifiques. En gros, on va le dire pour nos auditeurs, parce que le débat est passionnant, même s'il est cantonné à une discipline intellectuelle quand même extrêmement minoritaire, parce que la sociologie n'est pas enseignée dans les lycées, hélas. Pas encore, mais en gros, il y a deux clans qui s'affrontent en sociologie. Celles et ceux qui pensent que la sociologie doit rendre compte de la réalité des faits et de l'état de notre société, et un autre clan qui est accusé par le premier de faire en sorte que la sociologie excuserait certains comportements et certaines déviances sociales. Oui, mais alors c'est parfaitement les faux débats, parce que, si vous voulez, essayer de comprendre comment ça marche en matière de société, c'est exactement la même chose pour le monde de la matière ou de la vie. On demande pas à un biologiste est-ce que vous excusez les phénomènes que vous observez, ou vous travaillez sur le cancer, vous trouvez pas que c'est quand même malheureux Et à quoi sert la sociologie aujourd'hui, Bernard Lahire? Moi je crois que quand elle est bien faite, c'est-à-dire quand elle est outillée, quand c'est des vraies enquêtes empiriques qu'il y a derrière, que les gens ne racontent pas simplement leurs opinions, qui mettent pas en scène simplement leur avis personnel, etc. Ce qui arrive encore trop souvent, malheureusement. Au nom de la sociologie, se publient des choses qui sont pas très sérieuses. Donc voilà, quand la sociologie est scientifique, elle donne la possibilité aux gens de savoir ce qu'il en est de ce qui est, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce monde social, comment il fonctionne, quelles sont les régularités, quelles sont les exceptions aussi, comment tout ça fonctionne. Et pour moi, mais comme pour d'autres, pour beaucoup de collègues, c'est un moyen de pouvoir réellement agir sur ce monde. Donc, si on veut transformer le monde, de toute façon, il faut le connaître. Je ne vois pas comment on peut échapper à ça. Et les sociologues, c'est comme les biologistes. On va pas lutter contre le cancer si on n'a pas des bons biologistes qui travaillent sur ces questions-là. On ne peut pas faire des transformations sociales, politiques, dans le sens que l'on souhaite. Après, le sens, il peut varier selon les groupes, évidemment. Il y a là une question de lutte au sein du monde social, mais quand même, la sociologie oblige les gens à ne pas se payer de mots.
Voilà, et de pas inventer des choses qui n'existent pas. Quand j'entendais il y a très longtemps un ministre dire on sait bien que c'est les méthodes pédagogiques qui sont responsables des échecs scolaires, on sait que c'est faux. Voilà. Et nous on est là pour dire non, c'est pas ça. C'est les inégalités de départ qui sont sociales, qui sont culturelles entre les familles, qui se retraduisent scolairement, etc. Et après sur le marché de l'emploi, on redistribue et on retrouve des structures relativement analogues. C'est pas une question simplement de méthode. Donc on est toujours là pour remettre un petit peu de l'ordre dans les faits, on va dire. Et du réel aussi, dans les discours quelquefois trop idéologiques. En tout cas, Bernard Lahire, vous avez publié de nombreux livres ayant trait à l'éducation, des livres ultra documentés, très passionnant sur l'inégalité scolaire, la reproduction des inégalités à l'intérieur du système scolaire, sur l'illettrisme. L'un s'intitule « La raison des plus faibles », etc. Que pensez-vous aujourd'hui des propositions du nouveau ministre de l'Éducation nationale par rapport à votre travail de sociologue? Est-ce que vous avez constaté dans le monde scolaire? Bon, c'est très difficile de porter un jugement général, en fait. Bon, sur l'université, clairement, je pense que on va pas nécessairement dans le bon sens. Si on veut lutter, puisque c'est l'objectif du ministre, contre les échecs en licence, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faudrait des recrutements massifs d'enseignants. Aujourd'hui, on est dans un système où on donne le plus à ceux qui ont déjà le plus au départ, puisque les grandes écoles encadrent, surencadrent. Vous êtes enseignant dans une très grande école, Normale Sup. Et j'en suis pas sorti. Voilà, j'en suis pas sorti. Moi, je suis pas passé par les classes préparatoires, je n'ai pas d'agrégation, etc. Et j'ai été recruté effectivement comme chercheur à l'époque où les ENS commençaient à se dire qu'elles voulaient faire rentrer des laboratoires de recherche, etc. dans les ENS. Moi, je pense qu'on donne beaucoup à ceux qui en ont déjà beaucoup. Et que à l'université, il y a trop de grands groupes, il y a trop de cours magistraux, et on sait depuis très longtemps maintenant que le cours magistral est quelque chose, c'est la pire des choses quand on veut s'adresser à des publics qui ont peu d'énergie scolaire, de compétences scolaires, etc., qui ont les moins bonnes performances scolaires au lycée, et ainsi de suite. Il faudrait au contraire beaucoup plus d'encadrement dans les universités et dans les lieux où il y a des bacheliers parfois avec un bac professionnel ou des bacheliers qui n'ont pas des super mentions et ainsi de suite. Ils ont besoin d'aide. Alors, ce que veut dire la domination est une des thématiques principielles de votre parcours et de votre travail, Bernard Lahire. Vous l'avez exercé, cet art de comprendre et de se révolter contre la domination dans de nombreux champs disciplinaires, et notamment dans l'histoire de l'art, avec il y a quelques années un livre absolument incroyable qui ressemble à un polar qui s'intitule « Ceci n'est pas un tableau » et c'est sur l'art, la domination, la magie et le sacré. Pour pouvoir rendre hommage à ce travail, je vous propose d'écouter Daniel Arras. Daniel Arras qui va nous parler du maniérisme en peinture. C'est une archive INA du 19 décembre 1997. Je crois que la définition de Klein est en fait, sinon la meilleure, du moins, je pense que c'est la meilleure à mon avis, mais disons c'est une des plus opératoires, une des plus utiles. Et quand il dit art de l'art, c'est justement pour bien distinguer, entre autres, le maniérisme de l'art pour l'art, ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et sa définition est excellente. Il dit tout art, je résume ce très beau texte qui est apparu dans la forme inintelligible, je le résume, il dit tout art est une certaine manière de faire quelque chose. Bon, nous marchons, ceux qui peuvent marcher marchent. Bien, il y a un art de la marche. Cet art de la marche, ça peut être le pas militaire. Il y a des gens qui sont rétifs au pas militaire, ils ne savent pas l'art militaire de la marche, la manière militaire de marcher. Il y a aussi la danse, qui devient un art de se déplacer du point A au point B et d'utiliser ce déplacement physique pour créer une forme fugitive et rythmée, etc. Bon, eh bien, le maniérisme, c'est l'art de la manière. C'est l'art de la manière de faire quelque chose. Et l'idée est extrêmement simple et très efficace parce que elle indique, et Klein le développe magnifiquement, elle indique que alors que, disons, la Renaissance classique s'intéresse au sujet, au quoi qu'elle représente, et à faire que ce sujet soit, si possible, clair, lisible, intelligible. Ça sera une des données du classicisme, fondamentalement. L'art, dit maniera, s'intéresse au comment.
représenter ce quoi. Et ce simple glissement d'accent du sujet à la façon de le représenter, eh bien, engage toute une série de paradoxes fascinants. D'ailleurs, par rapport à ce qu'a été très brièvement l'apogée classique de la Renaissance et à ce que redeviendra le classicisme au XVIIe siècle. Nous venons d'entendre la voix de Daniel Arras. D'abord, ça fait chaud au cœur de réentendre sa voix, lui qui a disparu il y a quelques années. C'est un historien de l'art qui nous donnait le goût de l'art, qui nous disait aussi comment nous n'arrivions pas à bien voir l'histoire de l'art et qui nous a permis d'ouvrir les yeux. Et vous aussi, Bernard Lahire, à l'occasion de cette enquête que vous avez fait au départ sur un tableau de Nicolas Poussin, Fuite en Égypte aux voyageurs couchés, qui a rejoint donc le musée des Beaux-Arts de Lyon il y a quelques années, vous nous avez indiqué comment la valeur de l'art peut changer. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'histoire de ce tableau ? Alors c'est une histoire trop compliqué pour qu'on la raconte effectivement intégralement, parce que c'est un tableau qui a été peint par Poussin puis qui a disparu pendant plusieurs siècles. Et donc la question, à partir du moment où un tableau a disparu, et qu'on a la certitude que ce tableau a été peint par des témoignages, par des catalogues d'exposition, et que c'est pas un faux. Alors le problème, c'est quand il y a plusieurs tableaux qui réapparaissent. Et là, la question se pose de savoir comment on décide de c'est un Poussin, c'est pas un Poussin, etc. Et là, il y a eu une controverse assez passionnante. Enfin, vous parliez d'histoire d'enquête policière, mais c'est exactement ça. Vous avez une opposition entre des Britanniques et des historiens d'art ou des spécialistes français, et c'est assez rocambolesque cette histoire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est comment un tableau, une toile, peut à un moment donné devenir non seulement tableau, mais tableau de maître. Comment le même objet peut être maltraité dans une maison bourgeoise ou laissé dans un hangar, au froid, à l'humidité, etc. Et que à un moment donné, parce que il y a eu ce travail de qualification de l'objet comme un objet ayant de la valeur, on se met à l'utiliser avec des gants blancs, on applaudit l'arrivée du tableau, etc. Et pour moi, c'est comme dans les sociétés dites primitives, étudiées par les anthropologues. On s'étonne toujours, ils ont des rites bizarres, des mythes bizarres, etc. Mais nous avons des choses extrêmement bizarres. Nous sommes capables d'applaudir un objet qu'on maltraitait quelques décennies avant. Bon, donc là, il y a toute une magie autour du tableau. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est pourquoi il y a de la magie et qui détient la baguette magique pour transformer un objet, un petit peu le crapaud en prince charmant, quoi. Voilà. Et ceux qui ont la baguette, c'est évidemment les grands experts, les grands historiens d'art, et ils font ce qu'on appelle des actes performatifs, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent dire ceci est un Poussin. Donc ceci est un chef-d'œuvre, parce que se pose aussi la question pourquoi on a fait de Poussin un maître. Donc j'ai remonté comme ça l'histoire pour essayer de comprendre comment la valeur de l'art est possible. Voilà. Vous êtes un artiste du sacré. Vous écoutez France Inter, vous écoutez l'heure bleue, il est 20h35. Nous allons écouter John Lennon, Dream. Was it a dream?
Plusieurs rythmes musicaux dans cette chanson Rêve numéro 9 de John Lennon, qui est en fait le récit d'un rêve qu'il a fait à partir d'une phrase dans un langage totalement inconnu de lui, donc sans possibilité de traduction ni de compréhension. Donc il a retranscrit dans cette chanson effectivement ce qu'il avait retenu du rêve qu'il avait fait et des sensations qui s'étaient produites au cours de ce rêve. Et il parle beaucoup de magie, d'invocation d'un monde surnaturel et beaucoup aussi de sensations de chaleur. Pourquoi on a des sensations de chaleur quand on rêve, Bernard Lahire ? Mais en fait, alors le rêve, il est d'abord visuel, premièrement, et puis il est aussi lié à des émotions, beaucoup d'émotions dans le rêve, et il y a aussi du mouvement. Voilà, l'impression de tomber, l'impression de voler, l'impression d'être empêché ou d'être oppressé, etc. Donc le corps on ressent dans le rêve des mouvements et des déplacements, etc. Donc alors ça c'est une partie mystérieuse, hein, on ne sait pas tout du fonctionnement du rêve. On sait que en tout cas toute la nuit, dans toutes les phases du sommeil, on continue à penser de manière imagée. Voilà. Et partout, sous toutes les latitudes, dans toutes les civilisations. Voilà. C'est un fait universel, c'est la condition humaine. C'est-à-dire, nous sommes éveillés, nous dormons, et que nous soyons éveillés ou que nous dormions, nous continuons à penser. Pendant longtemps, on a pu penser que quand on dort, ça s'arrête, ça s'éteint ou ça se ralentit. Et en fait, on peut pas dire les choses comme ça, puisque, par exemple, le temps du sommeil dit paradoxal est un temps d'activité intense cérébrale. Le corps est complètement atone, vous avez un tonus musculaire qui est très faible, voilà, vous avez quasiment plus de mouvement possible. En revanche, il y a une activité cérébrale énorme, c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle, si on vous réveille, ce que font certains collègues, dans les centres du sommeil, ils peuvent réveiller pendant les temps de sommeil paradoxal. On sait que les gens se rappellent beaucoup plus facilement de leurs rêves dans ces moments-là. Mais donc, voilà, on ne s'arrête pas de penser. Voilà, c'est un fait qui est important. Il y a une continuité de travail de la pensée, que l'on soit endormi ou éveillé. Votre livre, Bernard Lahire, est un fabuleux voyage au pays du nocturne, de l'hypernuit. C'est un voyage historique, c'est un voyage géographique, c'est un voyage scientifique et c'est un voyage qui remet en cause bien des idées reçues, à la fois de l'acquis, et merci à Sigmund Freud qui est la figure tutélaire de votre ouvrage, mais aussi ce voyage a commencé à naître en vous avec une perspective critique quand vous enseignez aux États-Unis, parce que vous nous dites que aux États-Unis, finalement, il y a beaucoup moins de clichés, beaucoup plus de liberté de penser par rapport à ce sujet qui est à la fois dangereux et inquiétant, qui est le rêve. Oui, alors je n'enseignais pas, heureusement d'ailleurs, parce que ça me laissait beaucoup de temps. J'étais chercheur invité à Berkeley, et quand effectivement j'étais là-bas, je suis tombé sur des textes, presque par hasard, de sociologie des rêves. Aux États-Unis, ils avaient commencé à réfléchir autour de ça, et notamment des chercheurs qui sont rattachés à l'école de Chicago, à l'interactionnisme, etc. Et ces auteurs avaient commencé à réfléchir aux rêves, et je voyais qu'ils étaient sans aucun surmoi freudien, on va dire. La psychanalyse ne pesait pas sur eux. Voilà. Alors c'est à la fois rassurant, parce qu'on se dit, bon, il est possible quand même d'avancer tranquillement en tant que sociologue, à essayer d'étudier les rêves. Et en même temps, c'est embêtant, parce que je pense que il perdait la possibilité de tenir compte du modèle freudien qui est, pour moi, le modèle qui est la dernière grande synthèse théorique sur le rêve. Voilà. Freud a fait un travail immense de lecture et de synthèse
tout à fait original de tout ce qui avait été fait par de nombreux savants au XIXe siècle. Il y a eu vraiment une poussée. Une historienne comme Jacqueline Carrois a travaillé sur ce qu'elle appelle les nuits savantes. Elle a un livre sur cette histoire des savants et des rêves. Il y a eu beaucoup de gens qui ont étudié le rêve. Et Freud, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas inventé. Il n'a fait que coudre ensemble en donnant un résultat qui est complètement inédit en même temps, hein. Mais on voit qu'il s'approprie toutes les bonnes idées qui ont émergé d'une multitude de travaux qui ont été produits au XIXe siècle. Donc moi je pense que il faut repartir de là et avancer en sociologie en étant moins naïf d'une certaine façon que mes collègues nord-américains qui allaient un peu trop vite. Et en même temps c'était très libérateur, vous voyez, donc c'est toujours ambigu. J'étais très content de tomber sur ces textes. En tout cas, le rêve continue à occuper une bonne partie de notre vie, la vie consciente comme la vie inconsciente. Vous le montrez admirablement dans cet ouvrage, Bernard Lahire. Nous avons proposé à Marie Dariussec, écrivaine, auteure, qui manie le rêve depuis très très longtemps, depuis la publication de son premier livre jusqu'à aujourd'hui, de nous dire ce qu'elle pensait de votre voyage et de votre odyssée. Écoutez l'avis de Marie Dariussec à propos de votre interprétation des rêves. Bonjour Bernard Lahire. Comme vous le savez, j'ai beaucoup apprécié votre interprétation sociologique des rêves, au point que j'attends impatiemment le deuxième tome. Ce que j'aime dans votre livre, c'est que vous prenez les rêves au sérieux, dans un monde où trop souvent on considère qu'ils sont à perte en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour être oubliés, voire qu'ils ne sont que des espèces d'impact électrique de notre cerveau qui monteraient des sortes de non-sens permanents, alors que envisager les rêves comme à interpréter est beaucoup plus riche et beaucoup plus vrai à mon avis. Ce que j'aime aussi, c'est que vous ne rejetez absolument pas Freud, comme il était à la mode, mais vous le discutez. Vous discutez chez Freud son obstination à dire que les rêves sont toujours l'expression d'un désir et que les rêves sont aussi le gardien de notre sommeil. J'aime le sérieux, effectivement, avec lequel vous dialoguez avec Freud et puis l'absence de fausse modestie. Enfin, voilà, vous discutez avec un autre savant à travers le temps. J'aime que vous élargissiez la question du rêve effectivement à la sociologie, au sens où on ne rêve pas depuis nulle part, on rêve depuis un corps d'homme ou de femme, on rêve depuis une classe sociale, et on ne met pas les récits de rêve en forme de la même façon dans la langue dans laquelle on est né, dans le monde dans lequel on est né, dans la classe sociale dans laquelle on est né. Peut-être que le paradoxe du rêve en sociologie, c'est justement que c'est une expérience extrêmement individuelle. Quand on rêve, on n'a pas d'interlocuteur extérieur, on n'est pas en société en ce sens. On se parle à soi-même et en plus, on s'adresse des images à soi-même, ça n'est pas que du langage. Donc le défi en quelque sorte que vous aviez à relever dans ce livre, c'est de replacer ce rêve tellement individuel, tellement personnel de quelqu'un qui est dans un lit, isolé, coupé du monde, comme le décrit très bien Christa Wolf, vous le citez à un moment, de replacer ce rêve dans la société. Voilà. Et ça, c'est là, je trouve, tout l'intérêt de votre travail, et vous mobilisez évidemment d'autres sociologues avec vous, d'autres grands textes. Et à nouveau, j'attends avec impatience la suite de vos conclusions. Et puis j'avais envie de vous poser une question. Vous dites, page 248, en paraphrasant Aragon, il n'y a pas de rêve heureux. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors Bernard Lahire, cette question, il n'y a pas de rêve heureux. Déjà, je voudrais remercier Marie Dariussec parce que elle dit beaucoup de choses importantes pour moi. Donc elle a résumé mieux que je ne saurais le faire finalement une bonne partie de mon projet et des difficultés de ce projet, des défis qu'il y a à relever. Alors, il n'y a pas de rêve heureux, c'est pour dire que, au fond, pour essayer de résumer une chose qui apparaît de manière
assez forte dans finalement un grand nombre d'études sur le rêve, c'est qu'au fond, le rêve met en scène des problèmes. On pourrait dire ça travaille la nuit. Ça travaille la nuit, et ça, c'est important. C'est pas je fais travailler des problèmes, parce que je sais pas. C'est une conscience involontaire pendant le temps du rêve. Si on est capable de s'en rappeler, c'est qu'il y a conscience. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc c'est une modalité de la conscience assez particulière que ce temps du rêve, et ça travaille des problèmes, des préoccupations. La sociologie des rêves, c'est une sociologie des soucis, c'est une sociologie des préoccupations. C'est des thèmes heideggeriens. Voilà. Le rêve vient mettre en forme des soucis que nous avons pendant la journée, que nous n'arrivons pas à énoncer par des mots, et ils vont prendre forme, ces soucis, par des synthèses un peu étranges. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a par une économie de moyens, c'est incroyable dans le rêve, et ça, Freud l'avait bien compris, c'est vraiment une économie de moyens, et une pertinence extraordinaire de la métaphore visuelle. Donc le rêve pétille, le rêve peut venir résoudre des problèmes que nous avons pendant quelquefois des années et des années. Alors, résoudre, je dirais pas ça. Parce que indiquer des propositions. Ça accompagne. Et puis il faut se rendre compte que les gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves, ça travaille la nuit, mais est-ce qu'ils prennent conscience de ces problèmes ? Moi, je pense que il vaut mieux savoir ce que l'on est en train de faire la nuit. Et que donc vous avez des trucs, là, il faut prendre un petit carnet sur sa table de chevet et dès qu'on se réveille, noter. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, si vous voulez, c'est tellement éphémère le rêve que même si vous vous rappelez très mal de vos rêves, vous commencez un jour à noter vos rêves au réveil, même si c'est des bribes, c'est pas satisfaisant, on se rappelle pas de tout. Le jour d'après, ce sera un peu mieux, etc., etc. Et au bout d'un moment, on arrive, et j'ai des rêveurs qui me livrent 3 pages de plusieurs rêves dans la même nuit, etc. Donc ça sera le tome 2, parce que Marie Darrieussecq faisait référence. Donc ce premier livre qui sort fait 500 pages, mais c'est le premier volume d'une énorme somme qui racontera dans sa deuxième partie le côté des rêves et les récits des rêves et l'histoire des rêveurs. Alors votre livre pose des tas de questions et nous fait rêver à bien des hypothèses et à des questions fondamentales. J'en ai beaucoup, mais hélas le temps passe. Sommes-nous libres quand nous rêvons ? Je crois que ça n'a pas trop de sens. Non, je crois pas qu'on... Ou alors, comme disait, je sais plus quel poète que j'ai cité, il disait, nous sommes en roue libre pendant le rêve. Bah oui, mais la roue libre, si on la prend au sérieux, il y a un mécanisme quand même qu'on peut décrire. Donc, cette liberté est quand même très relative. Non, je crois que nous continuons à faire travailler des schémas d'interaction, des relations, des tensions, des conflits, des choses non résolues dans la journée, etc., et qui viennent souvent de très loin. C'est-à-dire que ça n'est pas les petits problèmes qui apparaissent dans le rêve, c'est souvent des gros problèmes qui sont réveillés par des expériences diurnes. Là aussi, Freud avait pointé ça, c'est-à-dire le fait que la veille, généralement, mais parfois quelques jours avant, il y a quelque chose qui peut déclencher un rêve, et il y a des éléments de cette situation vécue qui vont rentrer dans le rêve, mais qui vont se mélanger avec des images du passé, avec des personnages qu'on n'a pas vus depuis notre enfance, etc. Et c'est toute cette connexion-là qui se fait dans le rêve, mais qui a une logique. Et ça, c'est tout à fait fabuleux. Alors vous évoquez, Bernard Lahire, évidemment le domaine des neurosciences cognitives qui ne cesse de faire des progrès dans la compréhension, y compris de nos rêves. Vous expliquez que les neurosciences peuvent nous expliquer pourquoi nous pouvons voir en rêve, mais pas pourquoi nous voyons ce que nous voyons. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour le moment, en tout cas, je suis prudent. Les neurosciences ne peuvent pas savoir les images que sont en train de voir les rêveurs au moment où ils rêvent. C'est impossible. On sait de plus en plus précisément quelle est leur activité cérébrale, mais on ne sait pas ce qu'ils sont en train de voir. La seule manière de savoir ce qu'ils ont vu, c'est de leur poser la question au réveil. Et donc, on leur pose la question, ils font un récit de ça, et
je pense que on ne peut pas comprendre ce qu'ils se sont construits comme univers la nuit si on ne renvoie pas à leur histoire réelle. Il faut faire de la biographie des rêveurs pour comprendre finalement quels problèmes ils ont à affronter dans leur vie. Voilà. Oublions-nous qui nous sommes quand nous rêvons? Ça sera ma dernière question. Oublions-nous qui nous sommes quand nous rêvons? Non, je ne crois pas. Je crois que nous sommes toujours en permanence sur nous. D'ailleurs, alors nous sommes déjà très égoïstes dans le rêve, c'est-à-dire nous ne pensons qu'à nous dans le rêve, même s'il y a plein de personnages, etc., qui interviennent, des gens de notre entourage et tout ça. C'est toujours des problèmes très personnels, mais des problèmes personnels qui sont fondamentalement sociaux. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais la domination masculine se voit dans le rêve, les rapports de concurrence, les peurs d'échec ou les peurs les craintes de ne pas réussir. Beaucoup de thèmes tout à fait sociologiquement travaillés depuis très longtemps sont totalement structurants de beaucoup de rêves. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est de voir comment le monde social continue à hanter nos nuits d'une manière telle que au départ, on pense que ça ne veut rien dire et que tout ça est tout à fait incohérent, incongru, sans aucun sens, etc. Et pourtant, c'est structuré par ces choses-là. On va se quitter sur une citation de Pierre Dac qui ouvre votre conclusion. Les rêves ont été créés pour qu'on ne s'ennuie pas pendant le sommeil. Avait-il raison ? C'était une belle blague parce qu'en fait, quand on lit des textes sur les rêves, tout le monde cherche une fonction au rêve. Ça sert à mieux dormir, ça sert à apprendre, ça sert à mémoriser des choses, ça sert à se reconstituer, à reconstituer son identité. Vous avez des multitudes de fonctions. Et Pierre Dac dit, voilà, ça sert à ne pas s'ennuyer la nuit. Moi, je crois que ça n'a pas une fonction, mais une multitude de fonctions et que c'est pas en partant avec l'idée qu'il faut absolument dire quelle est la fonction du rêve. C'est comme si on disait quelle est la fonction du langage. Il y a 1000 fonctions au langage. Et si on disait le langage ça sert à donner des ordres, ce serait pas faux, mais c'est pas que ça le langage. Donc voilà, je pense que on cherche trop une seule fonction ou une clé d'explication des raisons du rêve. Non, et la seule raison du rêve, c'est que nous continuons à penser la nuit. Voilà. Et alors il est un peu tôt pour aller se coucher, beaucoup trop tôt pour commencer à rêver, donc on va écouter Barbagallo, L'échappée. Si tu me pardonnes, je recommencerai. Si tu me pardonnes, je recommencerai. Si tu me pardonnes. Donc les auditeurs, vous avez bien compris, il faut prendre un petit carnet sur sa table de chevet et noter les rêves. Et puis il faut parler de ses rêves parce que comme Marie Darrieussecq le disait tout à l'heure, c'est vrai que le rêve aujourd'hui dans notre société reste un grand oublié. Donc rêvons au moment où vous publierez votre deuxième tome, Bernard Lahire, et bravo pour le premier, l'interprétation sociologique des rêves, aux éditions La Découverte. Et merci à Benjamin Riquet
qui a réalisé cette émission qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Jules Brusseil, avec les conseils musicaux de Jean-Baptiste Audibert et avec à la technique ce soir Éric Morin. Et puis Mishka, vous êtes là, nous allons rêver à des voyages, d'autres voyages avec vous tout à l'heure. Vous vous rappelez le voyage qu'on a fait en Australie, Laure? Bah oui, Vous étiez contente? Oui, j'étais contente d'aller en Australie. Mais il y a un endroit où j'ai été, mais pas dans tout le pays. Et je crois que vous allez nous y emmener cette semaine. Oui, non, là je vous propose le désert de l'Arizona, voilà, si ça vous dit. Oui, très bien. Bah d'accord. Surtout avec la neige qui tombe là oui, en exactement, ce moment. c'est le bon moment. Je pars avec vous. Eh ben, on part tout de suite, dans 10 minutes. À tout à l'heure. À tout de suite.